J'ai pas de définition précise parce que quand je participe au café rencontre du Cap, j'en vois de toutes sortes. Fait que selon moi, ça va vraiment changer. Ça va être du cas pour cas. Mais je dirais que peu importe qui, ça fait mal. C'est peu importe ce qui se passe, ça fait mal. Allô à toi qui m'écoutes. Merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Que tu sois en couple ou séparé, ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale et je te souhaite des réponses et du plaisir car Corsé, ça commence maintenant. Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante. Je suis dans la gratitude et en fait, parce que je reçois deux invités que j'admire de par le témoignage qu'ils vont nous faire aujourd'hui, de par leur présence à Corsé. On est au moment où est-ce qu'on enregistre dans le mois de la sensibilisation à l'aliénation parentale. Et aujourd'hui, je reçois Karine et Maëve qui ont vécu l'aliénation parentale. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour! Je suis extrêmement contente de vous avoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est très, très choyé d'avoir pris ce temps-là. C'est un plaisir. Alors, j'ai envie, en fait, de voir avec vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez accepté mon invitation? Je ne sais pas si, Maëve, en fait, tu peux te présenter et nous expliquer, en fait, pourquoi tu as accepté mon invitation, toi? OK. Ben, me présenter, je suis Maëve. Je suis un enfant qui a été victime d'aliénation parentale. Puis, pourquoi j'ai accepté? Parce que il faut en parler. C'est un énorme tabou, l'aliénation parentale. Puis, quand on en parle, en fait, les gens, ils savent même pas c'est quoi la plupart du temps. Puis ça détruit des vies. Fait que selon moi, il faut pas que ça reste comme ça. Faut en parler, il faut enlever ce tabou-là. Puis, Wow. c'est comme ça qu'on va sauver des familles, éviter ça. Bon, Maëve, quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Wow. Bon, ça fait 5 minutes qu'on a commencé puis j'ai déjà plein de frissons. Et maman, elle, Karine, bonjour! Bonjour. Donc, moi, je suis la maman de Maëlle. On a vécu l'aliénation parentale, cette dynamique-là, pendant plusieurs années. Puis, je trouve ça important d'en parler parce que je vois les séquelles que ça porte aux enfants puis aux parents. Puis, dans ma situation, j'ai tellement comme cherché de l'aide longtemps. Puis, tu sais, on connaît pas ça, hein. C'est vraiment en parlant qu'on va reconnaître cette souffrance-là, puis qu'on va pouvoir aider des gens. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ça, moi et Maëlle. Merci énormément, en fait, de prendre ce temps-là. La semaine dernière, hein, vous le savez, on a reçu Caroline, la présidente du Carrefour Aliénation parentale, ainsi que Johanna, qui est la responsable des accompagnements des familles, ainsi que Amy, qui a elle aussi vécu l'aliénation parentale. Alors aujourd'hui, on ne veut pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit. Par contre, je veux entendre votre histoire. Je pense que les gens qui m'écoutent, qui nous écoutent, ont envie de pouvoir comprendre parce que c'est tellement vrai qu'on n'en parle pas assez. On ne connaît pas tout le temps ça. Puis en fait, moi, ce que je me rends compte des fois aussi, c'est que c'est un terme en fait qui est méconnu, qui est parfois mal utilisé. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Maëve, justement? Est-ce que tu as l'impression que les gens, quand tu me disais tantôt que c'est pas bien connu, comment les gens ils réagissent quand tu dis que tu as vécu de l'aliénation parentale? Ben, en fait, j'en parle pas énormément. Mais quand j'en parle, les gens, ils font comme, c'est quoi ça? Puis souvent, ils se mettent à rire parce qu'ils pensent que je niaise parce que aliénation, tu sais. Puis on s'entend que je suis pas entourée d'adultes, j'étais au secondaire. Fait que c'est clair que les gens sont moins matures. Puis ils cherchent pas à savoir c'est quoi nécessairement. Oui, OK. Et vous, maman, de votre côté? Ben, tu sais, l'aliénation parentale, ça a été utilisé à plusieurs sauces, hein. Puis, ça paraît pas bien. Ça paraît pas bien de nommer ça quand on dirait qu'on parle de chicane. On dirait qu'on s'immisce dans la vie privée des gens. Puis, oh, c'est de la chicane de couple, ça. C'est pas...
ça va se régler ou c'est une affaire qui va passer. Puis non, c'est pas ça. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment définir exactement ce qu'est l'aliénation parentale pour justement déjouer là, ces situations-là parce qu'on a besoin d'aide. Ces personnes-là qui vivent ça ont besoin d'aide. Justement, j'aimerais ça savoir, en fait, votre définition à vous. Maman, de votre côté, c'est quoi votre définition de l'aliénation parentale? Ok. L'aliénation parentale, c'est l'instrumentalisation d'un enfant contre un de ses parents. Fait que c'est un parent qui va avoir des comportements aliénants, qui va en venir qu'à instrumentaliser l'enfant pour attaquer le parent ciblé, de façon à le rejeter. C'est comme je cherche mes mots, je m'excuse. C'est bien correct, on peut prendre le temps. C'est comme une mort symbolique d'un parent. Mais pourtant, ce parent-là, avant la séparation, il avait un très bon lien avec son enfant. Puis le parent, il n'a jamais rien fait de mal. C'est pas un parent abusif, c'est un parent qui a des bonnes compétences parentales. Puis je vais dire du jour au lendemain, mais non, c'est pas vrai. Ça peut s'attendre aussi là, sur ça. En tout cas, sur un bon temps, mais on en vient qu'à avoir un enfant qui rejette complètement ce parent-là sans raison. C'est une nuance extrêmement importante que vous amenez là, en fait, Karine, parce qu'effectivement, il y a deux choses que j'ai envie de remettre un peu en lumière dans votre discours. C'est premièrement que du jour au lendemain, du jour au lendemain, pas vraiment, hein, ça va être un processus, c'est quelque chose qui va se mettre sur du long cours, hein, puis qu'on va passer à travers plusieurs étapes de gradation et qui va amener éventuellement cette mort significative, hein, dans le fond, que vous avez comme mentionné là, que l'enfant va en venir à la résultante finale de couper son lien complètement avec son parent. En fait, oui, allez-y. Nous, dans notre cas, je vous dirais, Maëve pourra vous dire plus tard, mais moi, je peux vous nommer exactement la journée où je me suis rendu compte qu'il se passait vraiment quelque chose. Que mon enfant vraiment me rejetait, là. Mais pourtant, ça faisait des années déjà qu'elle était soumise à des comportements aliénants. Donc, des fois, pour moi, ça pouvait paraître du jour au lendemain, mais pour elle, ça faisait des années qu'elle vivait ça. Fait que c'est vraiment, ça va être du cas par cas, là. Absolument. Puis oui, on va parler de votre histoire, bien entendu. Puis Maëve aussi, je vais vouloir avoir ta propre définition. Mais il y a une autre chose, maman, que vous avez nommée, que j'ai aussi retenu, c'est le avant. C'est le avant que tout ça se passe, la relation qui existait entre le parent qui va être rejeté ou qui va être ciblé, hein, dans le fond, parce que ce n'est pas automatique. Ça ne veut pas nécessairement dire non plus qu'on va aller vers un rejet total de la relation. Donc, le parent peut être ciblé par les comportements de l'autre parent, mais avant ça, on avait une relation. Donc, on n'est pas dans quelque chose où est-ce que la littérature, ce qu'elle va nous parler des fois, hein, c'est de l'éloignement réaliste, c'est qu'il y a des raisons avant qui étaient présentes dans un cas, par exemple, de violence, dans un cas, par exemple, je sais pas moi, de toxicomanie ou encore là, puis encore là, ça pourrait très bien se résorber parce que probablement qu'on aura peut-être la chance aussi de voir, mais que dans la mesure où est-ce qu'on travaille cette relation-là, où est-ce qu'on a des contacts qui sont chaleureux, bienveillants, reconnaissance des parents et qu'on met des choses en place, on peut en venir à reprendre une relation, mais je ne veux pas rentrer plus loin dans ça. J'ai envie d'aller voir Maëve de ton côté. C'est quoi, Maëve, toi, la définition que tu as de l'aliénation parentale? J'ai pas de définition précise parce que quand je participe au café rencontre du CAP, j'en vois de toutes sortes. Fait que selon moi, ça va vraiment changer. Ça va être du cas pour cas. Mais je dirais que peu importe qui, ça fait mal. Tellement. C'est peu importe ce qui se passe, ça fait mal. Belle nuance, toi aussi, Maëve, que tu amènes là, parce que ce que j'entends, en fait, c'est que on cherche parfois comme si que quand on parle d'aliénation parentale, on dirait que c'est comme une manifestation de quelque chose, alors qu'il y a plusieurs gradations, il y a plusieurs niveaux et que chaque histoire est unique en fonction du parent qui a des comportements aliénants, mais aussi le parent qui, lui, va être ciblé, mais aussi l'enfant.
dépendamment de son tempérament, dépendamment de lui aussi, sa propre histoire, de sa relation qu'il avait déjà aussi avec son propre parent. Donc, chaque histoire est unique, mais dans tous les cas, ça fait mal. Puis ça fait mal sur le long terme. Même après, une fois que c'est terminé, les séquelles qui se passent, ça dure tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'on veut éviter ça. Absolument, absolument. Si sage. J'ai envie justement maintenant qu'on puisse aller, si vous me le permettez, qu'on puisse entrer dans votre propre histoire. J'aimerais que vous puissiez en fait me raconter à tour de rôle. Hein, on va y aller dans cette manière-là, par respect de chacune de votre vision de la chose, hein, dans le fond. Comment ça s'est passé, tout ça? Puis on va terminer à la fin en se demandant qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Hein? On va regarder aussi cet élément-là. Alors, je débuterai avec Maëve. J'aimerais ça que tu me parles de avant. Avant même que maman et papa se séparent. Comment ça se passait dans ta famille? J'avais 4 ans. J'avais 4 ans, donc je ne me rappelle pas. Tu avais 4 ans quand maman et papa se sont séparés? Ouais. Fait que as-tu des souvenirs, dans le fond, avant, là, dans le fond, mettons, des vacances ou des affaires, as-tu des choses qui te restent en toi ou on est petit? Ben, j'aurais tendance à dire oui, mais c'est des souvenirs que je me suis inventés. Genre qu'à force qu'on me le raconte, c'est rentré dans ma tête. Il y en a que je sais même pas si c'était ça ou pas. Je comprends. Tu doutes de tes souvenirs, en fait, aujourd'hui. Oui. Tu comprends? Alors, j'ai 4 ans et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, mes parents ils se séparent. C'est le principe d'un divorce. Puis, Ouais. Puis mon père, il est allé à l'hôpital pour dépression. Puis ça fait beaucoup d'épithètes. Je me cherche mes mots. Puis moi, c'est vraiment où est-ce que je peux dire que je commence à me rappeler? C'est en 6e année. Puis c'est parce que j'étais habituée de le raconter. Oui. OK. Où est-ce que là, vraiment, la DPJ est entrée dans notre vie. Puis mon père a commencé à avoir des comportements aliénants qui y paraissaient énormément. Il paraissait beaucoup plus, c'était beaucoup plus direct. C'était sournois quand même, mais c'était beaucoup plus direct. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, il nous le disait ouvertement que ma mère, elle nous voulait pour l'argent, mettons. Puis c'était plus, il allait plus par en dessous. Il nous amenait pas, c'était ta mère, c'est une mauvaise personne. Quand il allait nous porter après ces fins de semaine, me semble, ou après l'école, il allait nous porter 2 rues après la maison, parce qu'il voulait pas se rapprocher de ma mère. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça insinue dans la tête d'un enfant, tu sais, c'est comme, je me promenais avec une roche parce que j'avais peur, c'était la nuit, là. Puis, il détestait tellement ma mère qu'il préférait laisser son enfant partir avec une roche pour protéger ses soeurs puis elle-même que d'aller la porter. Mais justement, Maëve, comment tu te sentais, toi, quand papa te déposait là comme ça, puis que tu devais marcher jusqu'à aller chez maman? J'avais une roche, je pense que ça dit tout. Je me prenais avec une méchante grosse roche, puis j'étais prête. T'avais peur? Ouais. Alors, Maëve, tu nous dis en fait que toi, la protection de la jeunesse, elle a dû intervenir dans ta famille. Peux-tu m'en parler davantage? Ben, c'est clair qu'enfant, j'avais 12 ans, si je me trompe pas, puis la DPJ, c'est mauvais signe. C'est quand on en entend parler dans notre tête, c'est un red flag. On veut pas ça parce que ça veut dire qu'on est des enfants maltraités, puis on attire l'attention. Moi, je déteste avoir l'attention sur moi. Ça faisait peur. Puis surtout mon père, que moi, j'étais alliée à lui. J'ai le goût de faire ça, mais on le verra pas. On le verra pas dans le podcast. Mais tu croises tes doigts, en fait. C'est ça, t'étais en train de croiser tes doigts. Ouais. Quand il dit la DPG est arrivée, il faut pas que tu dises ça, faut pas que tu fasses ça, puis il faut pas. Là, ça fait peur parce que ça veut dire que c'est des mauvaises personnes, ils veulent me séparer de mon père, ils sont en train ils veulent juste tout défaire mon beau petit monde que j'avais. Fait que ça a pris énormément de temps avant que je réalise que la DPJ était là pour m'aider. Puis que la DPJ ne cherchait pas de méchant nécessairement, il cherchait à aider l'enfant. Est-ce que tu connaissais déjà la protection de la jeunesse avant ou ça a été la première fois que tu as compris ou que tu étais en contact, peut-être un ami ou d'autres personnes que tu connaissais déjà ou ça a été ton premier contact? Ça a été mon premier contact, mais même en tant qu'enfant, je savais c'était quoi la DPJ. Puis comme je dis, il y a tellement
de préjugés sur la DPJ. C'était tout ce que je savais de ça. Fait que moi, quand la DPJ arrive, c'était non, je veux Mhm. pas. Absolument, absolument. Et là, tu dis que ça l'a pris du temps avant que tu vois qu'il y avait que c'était pour t'aider. C'était quoi qu'est-ce qui a amené justement à ce que ta perception elle change? Comment ça s'est passé, ça, en toi, ce changement-là de perception? OK, il va falloir que je parte de loin. Parfait. Euh, J'aime ça, moi, à Morcade. J'adore ça, ça. ben, comme j'ai dit, ça a pris du temps avant que je réalise que la DPJ était là pour m'aider. Fait que, en premier lieu, j'ai été placée à SOS Jeunesse. J'étais en secondaire 2, si je me trompe pas. Puis, ça n'a pas fait. Parce que durant ce temps-là, oui, j'étais coupée de mon milieu, mais on passait en cours à ce moment-là, puis j'appelais mon père, puis j'étais pas coupée totalement de mon milieu. Mhm. Fait qu'en appelant mon père, en étant en cours, finalement, on a passé en cours, j'ai gagné ma cour, j'étais allée vivre chez mon père. Là, c'est là que les choses ont empiré, où est-ce que la DPJ a vu que ça allait pas, que même moi, même si je disais que j'allais bien puis que tout était parfait, ça allait plus. Ils m'ont sorti de mon milieu. Je suis partie en famille d'accueil pendant 2, 3 mois, si je me trompe pas. Puis ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait non plus. C'était pas le milieu qu'il me fallait. J'étais encore contre la DPJ, contre ma mère. J'étais encore toute dans le cycle d'aliénation parentale. Puis après ça, ma famille d'accueil m'a envoyée en centre jeunesse. Avec l'accord de tout le monde, c'était tout entendu. Moi, j'étais plus ou moins d'accord vu que j'avais pas trop le choix. Mhm. Puis c'est vraiment là où est-ce que je n'appelais plus mon père et j'étais coupée de tout. Je voulais plus en même temps, je voulais plus rien faire, je voulais plus appeler ma mère, je voulais plus, non. Au début, je m'obstinais encore. J'étais encore dans ce que je savais, dans ce que je connaissais, dans ce que j'étais bien. Fait que c'était, je veux retourner chez mon père, ma mère, c'est une mauvaise personne. Mais au fur et à mesure que j'étais déconnectée, là, moi, j'avais une travailleuse sociale, là, puis elle apprenait des notes. Puis elle prenait des notes. Fait qu'à un moment donné, mettons, une journée, je disais, ma mère, c'est une mauvaise personne. Puis j'explique pourquoi. La deuxième journée, c'est quoi le meilleur souvenir que tu as avec ta mère, là, je le dis. Puis elle prenait des notes. Puis un moment donné, après, je pense 2 semaines, elle m'est arrivée avec tout ça, puis elle dit, ça, c'est du clivage. Fait que là, il faut faire des zones de gris. Il faut faire des zones de gris parce que c'est pas normal qu'il y ait des journées que ta mère soit la pire personne du monde, puis que tu ne vas plus jamais la revoir, puis que le lendemain, c'est correct, tu peux la tolérer. Tu sais, c'est pas normal. Puis c'est à force de mettre ces zones grises-là avec ma travailleuse sociale, que j'ai réalisé que, effectivement, ce que la DPJ me disait, c'est que la dynamique que j'avais avec mon père, c'était malsain. Puis que ce qui se passait, c'était pas correct. Il fallait modifier ça. Il fallait que j'aie des contacts avec ma mère. Puis que même moi, ce que je disais, c'était pas correct, c'était malsain. J'ai fait peut-être que ça fait plus de sens maintenant. Maintenant que j'ai des zones plus grises, j'étais vraiment pas encore grise, mais c'était beaucoup plus nuancé. Il y avait des journées que c'était plus nuancé que ça. Combien de Parce que temps? c'est tellement Oh, excuse-moi, vas-y, Maë. Parce que c'est tellement plus facile d'être dans son confortable, dans ce que tu connais. Bien sûr. C'est un moyen de protection. Travailler sur soi, puis tout défaire ce que tu connais, toute ta réalité, toute la redéfaire, puis la rebâtir, ça tire du jus, puis tu veux pas faire ça parce que tout défaire son monde, qui veut faire ça? Ça fait mal. Oui. Tu me parles à différents moments que tu avais mal, que ça faisait mal. Tu nommes en fait que quand tu étais en SOS jeunesse, ça a été difficile. Quand tu as été en famille d'accueil aussi, puis en centre de réadaptation. Peux-tu me parler il se passait quoi dans ta tête, dans ton cœur, dans tes gestes à ce moment-là? C'était qui Maëve? Comment elle se présentait aux gens? OK. C'est dur d'expliquer parce que c'est comme pas quelque chose que j'ai l'habitude d'expliquer. Mais je veux intervenir ou si maman veut intervenir, c'est correct. OK. T'imploses. T'imploses tout simplement tout ce que tu connais, ça n'existe plus. C'est juste une douleur tellement. C'est un mal-être. T'es pas toi, puis il y a une partie de toi qui le sait, mais en même temps, c'est tout ce que tu connais. Moi, j'étais une version miniature de mon père. Si mon père disait quelque chose, c'était la vérité. Si mon père pensait quelque chose, je le pensais aussi. Si mon père me disait de faire quelque chose, je le faisais parce que c'était la bonne chose à faire.
c'était mon modèle, mais c'était rendu malsain, tu sais, je veux dire, c'est normal qu'un enfant voit ses parents comme « Wow, je vais être comme eux quand j'ai plus grand », mais là, c'était rendu un peu trop. C'était comme idéalisé. C'est comme s'il n'y Ouais, avait pas de zone de gris. ben c'était même plus idéalisé, c'était rendu un dieu quasiment, hein. Si je le vénérais, Mhm. puis c'était rendu moi. Mon père, c'était rendu moi. Ce qu'il pensait, ce qu'il m'avait donné à penser, que ça soit volontaire ou pas. Il y a des choses que c'est clair que, ben, la plupart du temps, selon moi, c'est involontaire. Puis c'est comme ça pour la plupart des parents aliénants. Souvent, ils s'en rendent même pas compte. Fait que je peux pas vraiment mettre le blâme là-dessus. Mais c'était rendu ce qu'il pensait, ce qu'il m'avait donné à penser, c'était moi. Puis je pouvais pas me permettre de penser autre chose parce que ça allait contre ce qu'il voulait. Et quand, à travers tout ce processus-là, est-ce que tu voyais maman, en fait? Puis ça ressemblait à quoi quand tu voyais maman? Puis y a-tu un bout où est-ce que tu voyais plus maman? Oui, les deux, oui. Je voyais ma mère au début. Ben, ma mère, elle a eu la garde pendant quand même longtemps, puis on voyait mon père les fins de semaine, une fin de semaine sur deux. Puis lorsque je voyais ma mère, ben, de base, j'évitais les contacts. Puis je me rappelle, ça, c'est un souvenir inventé, mais c'est ma mère qui me l'a dit, fait que je peux me le dire que c'est ça. Je revenais de l'école, puis je voulais pas parler. Puis je disais ouvertement, je ne peux pas en parler. J'ai pas le droit d'en parler. Ça, moi, personnellement, je me rappelle pas de l'avoir fait, mais ça fait tellement du sens que je peux pas le nier non plus. Puis, c'était quand on se parlait, si on se parlait bien, puis si ça allait bien, c'est parce que j'avais pas vu mon père depuis un moment. Puis, c'était rare. Puis sinon, c'était de l'opposition. C'était pour m'opposer, c'était pour m'obstiner, c'était pour crier, c'était pour me vider. C'était comme un punching bag. Puis maman réagissait comment, tout ça? Je suis capable de dire, ça a un but ce que je vais dire, je suis capable de dire quand elle a connu le cap et quand elle a mis les choses en application, les conseils en application, je suis capable de dire quand exactement. Ah oui, hein? Tu as vu une différence? C'est quelque chose. OK. C'était quoi le avant puis le après? Le avant, elle était, ben, moi et maman, on est toutes les deux très sensibles, puis on est explosives. Fait que si moi j'explosais, je la faisais exploser. Puis c'était direct, on s'attaquait, on se piquait, puis c'était sans arrêt. Mais quand elle a connu le cap, là, j'ai comme, quand je voulais piquer, il n'y avait plus de réaction, quasiment plus, il y en avait beaucoup moins. Je me disais, hein? Pourquoi? C'est quoi? Quoi? Maman ne rentrait plus dans le contenu. Maman, elle jouait plus, là. Maman était devenue un contenant à émotion. C'est ça? Ça s'appelait ça. Puis ça l'a énormément aidé. Au début, j'étais juste plus choquée, en fait, parce que ça marchait plus, ça piquait plus. Je voulais piquer, mais ça piquait plus. Fait que moi, qu'est-ce que je fais? Bien sûr, c'était ta dynamique qui s'était installée là. C'était ta manière de faire. Alors, c'est ça que tu faisais? Oui. Mais pour la balance, si on veut, il y avait aussi des... Pas ça, moi, au début, ça m'a nui dans notre relation. Ça a aidé d'un côté, mais l'autre, non, parce que j'étais fru. C'est clair? Mais ce qui a vraiment aidé, moi, personnellement, c'est les petites attentions. Je suis vraiment... Tu sais, on a tout un langage d'amour, si on veut. Il y en a qui vont le dire, il y en a qui vont faire des... Ça, c'est ma mère qui m'a appris ça en plus. Là. Tellement! Elle vient-tu de citer le livre des 5 langages de l'amour, elle, là? Parce que oui, moi, je vais nous mettre le lien, OK, dans le podcast. Là, je vais nous mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir, en fait, aller le rechercher parce qu'effectivement, Maëve, c'est un excellent livre. On n'a pas toute la même manière de démontrer notre amour à l'autre, en fait. C'est en plein ça, puis c'est ça qu'on a parlé. C'est quand même récent que je sais ça. C'était quand j'allais au centre jeunesse dernièrement. C'est vraiment récent. Mais ça a comme expliqué beaucoup de choses. Moi, je suis vraiment... Maëve, oui. c'est quoi? Tu as 15 ans. Oui. Fait qu'il y a des adultes de 45 ans et plus qui ne savent toujours pas ça encore. Fait que on va se calmer la pression de ça fait pas longtemps. Pour moi, ça fait pas longtemps parce que moi, maman peut le confirmer aussi, là, la psychologie, tout ce qui est cerveau, tout ce qui est... Ça me fascine. Fait
je sais des Wow. choses tellement que beaucoup de personnes ne savent pas. Mais mettons, tu me demandes ce que je vais faire à mon examen de demain, puis j'ai aucune idée. Fait que Ouais. faut pas, faut pas Disons que tu vraiment n'as se pas eu perdre. un parcours typique. C'est ça. Puis, ben, c'est dans mes centres d'intérêt. Puis moi, comme je disais, je suis beaucoup dans le matériel. Je suis pas, je pense à la chanson des années 80, matériel d'or. Mais J'adore. c'est, pour moi, c'est, parce que moi, mettons, quand je vais vouloir dire à quelqu'un que je l'aime, je vais acheter, puis je vais donner des cadeaux. Mm. Puis c'est comme ça, moi, que je dis que que je les aime, parce que ça coûte cher. Puis, mettons, je vais mettre en contexte, nous autres, on est une grande famille. Puis mettre ça égal, c'est pas tout le temps facile. Fait que quand on donne des attentions particulières, moi, je suis comme, hein, elle me porte de l'attention, wow. Fait que moi, c'est vraiment quand, mettons, ma mère, elle venait me porter un café. Genre, je passais par là, tu sais, je t'ai apporté un café. Ouais. Ben, tu sais-tu quoi? Je le prends, ton café. Puis ça a vraiment aidé. Mais ça c'est vraiment parce que ça fitait mon langage, comment j'exprimais l'amour. Ouais. Puis, justement, mais maintenant, Maëve, comment est ta relation avec maman et avec papa? Avec mon père, j'en ai pas pour l'instant. Puis OK. éventuellement, peut-être que ça va revenir, mais je suis encore trop, je vais dire à fleur de peau, c'est encore trop vif Ouais, pour que je parfait. pense revenir. Mais éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait se produire. OK. Puis avec maman, ça va vraiment changer. Il va y avoir des journées où est-ce que ça va être, on est meilleurs chummies, ça va bien, puis on est bien, là. C'est comme, on a toujours, on est bien. Puis il y a d'autres journées, c'est comme, je m'isole dans ma chambre, je veux plus te voir. OK. Fait que ça va changer encore. Mais tu sais, je m'isole dans ma chambre justement parce que ça m'aide à me calmer, mettons. Puis ça m'aide à pas lancer de pique, c'est un de mes moyens. Mhm. Puis ouais. Et ça va changer de jour en jour. Mais en même temps, ça fait un peu partie de mon trouble. Mais ça, Mhm. Tu as parlé que tu avais une grande famille aussi, hein, dans le fond. Fait que t'as-tu des contacts avec tes sœurs? ben j'habite avec elle, donc oui. OK. Donc, puis elles, est-ce qu'elles ont encore des contacts avec papa? Oui, ce qui est un grand stress pour moi. Parce Hmm. que ce qui était mon rôle avant, comment je le voyais, mes sœurs, c'est ma raison de vivre. Je les aime, je les aime, ça n'a pas d'allure. Okay? Je donnerais n'importe quoi pour qu'ils soient juste pour qu'ils soient heureux. Mhm. Puis si moi, je prenais l'aliénation parentale, si moi, mon père m'en parlait, il se vidait sur moi, mes sœurs, ils l'avaient pas, ce vidage-là. C'était moi qui le prenais, mes sœurs, ils étaient corrects. Puis comme j'ai dit dans mon balado, j'en aurais pris 3 fois plus. C'était juste pour que mes sœurs aient jamais entendu parler d'aliénation parentale. Puis de savoir que je suis plus là maintenant avec elles lorsqu'ils ont des contacts avec mon père, ça me stresse. Surtout, mais là, c'est moins pire. Mais surtout au début, quand Mhm. ma, ma plus petite sœur, mais pas ma plus petite, mais la moyenne, elle commençait à me parler de comment mon père agissait avec moi. Comme lorsque mon père disait merci, toi, tu m'as pas abandonné. Tu sais, mettons, il regardait mon autre petite sœur, la plus jeune, puis c'était comme, il parlait à la plus vieille, mais il regardait la plus jeune, genre, ben oui. Puis, tu sais, c'est remontant Hmm. pour mon autre sœur. Mais pour la cadette, c'est plus difficile. C'est comme piquant. Je comprends. Fait que moi, par rapport à ça, j'ai juste le goût de réagir. J'ai juste le goût de dire, ben pourquoi j'étais pas là? Tu sais, j'aurais pu prendre ça. Ouais. Tu te sens coupable. Oui. Impuissante, je dirais. Impuissante. OK. Merci, Maëve. Ça me fait plaisir. On va aller voir un peu maman, elle, de son côté. Comment vous avez vécu ça, maman? Puis on va repartir de la base, vous aussi, dans le fond, de
le avant, parce que vous, dans le fond, vous n'aviez pas 4 ans. Fait que, comment ça se passait avant la séparation conjugale, sans rentrer dans les grands détails, bien entendu, mais c'est quoi la relation que vous aviez avec le père, avec les enfants? Comment ça allait, ça? Ben, ça allait bien. Écoute, moi, je me suis jamais chicanée avec mon conjoint avant qu'on se sépare. En fait, on s'est séparés. C'était plus difficile parce qu'il y avait une santé mentale fragile. Il avait fait beaucoup de dépression. Puis c'était quelque chose de très, très lourd. Puis ça l'a mené à ce qu'on prenne chacun un chemin différent finalement. Puis on s'est séparés, mais Mhm. au début, c'était dans la bonne entente, là. Vraiment, là, on s'était jamais chicané avant. Puis, c'est ça, petit à petit, ben moi, je me suis fait un conjoint. Puis, tu sais, je voyais des comportements qui se produisaient, mais tu sais, je savais que c'était pas correct, mais en même temps, mais tu sais pas jusqu'où ça peut aller, puis tu sais pas c'est quoi les impacts, là, tu sais, on essaye juste de maintenir une harmonie, puis c'est comme par vague, il y a des bons moments, des moins bons moments, jusqu'à ce que là, il y a vraiment un fossé qui se creuse, puis qu'on rentre dans une espèce de boucle là, qui finit pas, où ce que là, on se rend compte que les impacts sont rendus chez nos enfants. Mhm. Puis, dans le fond, au début, là, quand vous dites, tu sais, au début, il y avait comme des vagues, en fait, il y avait Mhm. il y avait des hauts, il y avait des bas. Mais à ce moment-là, en fait, est-ce que vous étiez accompagné en post-séparation? Est-ce que vous aviez été, par exemple, en médiation? Est-ce qu'il y avait déjà eu des démarches qui avaient été faites à ce moment-là? On a été en médiation. euh, Au début, ça avait quand même bien été. Puis, par après, ben, il y a eu des demandes de garde, différentes demandes de garde. Puis là, ben, ça fonctionnait plus. Puis là, ça a été, mon Dieu, je pense qu'on est allé en cours à toutes les années. Ça fait, Les sujets, dans le fond, en cours, c'était pour chaque décision ou c'était vraiment la question de on voulait faire des changements au niveau du temps parental? ça pouvait être n'importe quoi, là. Ça pouvait être le divan, tu l'as gardé, puis finalement, je le veux. OK, fait que Ça pouvait être n'importe quoi, là. Tout pouvait porter à conflit, là. Tout pouvait porter à conflit. OK. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est rentré dans un creux de vague, là, où est-ce que là, vous avez dit, oh là, et puis peut-être même avant, en fait, là, c'était, tu sais, vous avez parlé, il y avait des comportements qui vous questionnaient, mais à ce moment-là, vous vous disiez que ça faisait partie du processus de la séparation. Comment vous vous expliquiez ces comportements-là? Écoute, je vais te donner un exemple. OK? Mhm. On a été en garde partagée quand même un bon moment après la séparation. Puis, moi, les filles commençaient l'école. Puis, on restait quand même pas loin, là, mais bref, il les prenait le vendredi. Puis le vendredi, ben, les filles, il fallait qu'ils enlèvent toutes leurs soutes, leurs affaires, tout ce qu'ils venaient de chez maman, là. Ça s'en allait dans un bac. Puis là, ils changeaient de soute, changeaient de sac à dos, changeaient de bottes, changeaient de linge. C'était les choses de chez papa. Puis quand on repart chez maman, ben, on reprend ce qu'il y a dans le bac, puis on retourne. Fait que, tu sais, sans dire maman est pas bonne ou maman est mauvaise, tu sais, ça l'induit déjà en partant, hein. Les choses de maman, ça reste chez maman. On n'en veut pas chez papa. Absolument. Fait que ça se passe tranquillement. Puis nous, on s'en rend compte. Là, tu sais, t'essaies de parler, mais on paye deux sautes. Là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Il faudrait qu'on accepte que tu sais, ça se partage. Mais là, ça l'embarque sur l'autre côté. Là. La communication, la coparentalité devient impossible parce que c'est des reproches, c'est toujours, toujours, toujours à fleur de peau comme ça. Ça devient extrêmement difficile. Fait que on laisse aller, puis c'est comme ça qu'un jour, ben, on se rend compte que notre enfant il est pris dans un conflit de loyauté, puis qu'il y a des séquelles, puis que là, il faut intervenir, on cherche. C'est ça. C'est quoi un conflit de loyauté? Comment vous vous expliquez le Moi, conflit de loyauté? OK. Ben, en fait, je vais vous expliquer comment j'ai connu le conflit de loyauté. Absolument. Moi, ma fille, ma fille, je me suis rendu compte qu'elle allait pas bien du tout. Elle se réveillait la nuit, elle faisait de l'insomnie, elle me disait qu'elle avait mal au cœur. Elle commençait sa sixième année à cette époque-là. Puis j'ai décidé d'aller lui chercher de l'aide, là, bien entendu. On a eu une travailleuse sociale du CLSC qui est venue nous aider. C'est elle qui m'a expliqué d'où venait son anxiété. Qu'elle était Hum, prise dans un conflit de loyauté. hum. Vraiment.
tu sais, dans le fond, Maëve, elle lui expliquait probablement, là, le discours de papa, le discours de maman, ce qui se passait, tu sais, parce que moi aussi, je réagissais, là. Tu sais, quand elle me parlait de son père, c'est, oh, on sait bien ton père, toi, il est parfait, ton père. Mais juste ça, c'est assez pour la placer dans quelque Absolument. chose qui n'est pas bien. Absolument. Ça, quand j'ai compris ça, Vous participiez à ce moment-là à la dynamique, hein, un peu comme tantôt Maëve le nommait, là, tu sais, que justement, quand tu arrivais chez vous, il y avait comme il y avait de l'escalade entre vous et elle, mais quand on parlait de papa, ben vous aussi, vous rentriez dans ce contenu-là à ce moment-là. ben, sans dénigrer, sans aller là-dedans, là. Non, C'est non, mais juste comme des l'affaire fois, du bac, là. lever les yeux. Lever les yeux. Oui. Tu sais, Des juste petits ça. comportements si subtils qui nous semblent anodins. Exact, exact. Puis ça, ben, faut apprendre à modifier ça, à changer ça pour le bien-être de notre enfant. Mais nous, ça a juste comme continué parce que suite à ça, ben, Maëve, elle a continué à sombrer. Elle a continué à pas bien aller. Puis on essayait de faire des interventions avec la travailleuse sociale. Elle a même essayé de nous rencontrer ensemble, les deux parents. Mais c'était explosif parce qu'il n'y en avait plus de coparentalité, là, c'était pas possible. On avait un parent qui avait tellement de colère profonde, tellement, comment je pourrais nommer ça? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible, cette colère-là, puis cette frustration-là, puis c'est tellement fort qu'on comprend pas, qu'on n'a pas de moyens, que ça a juste continué. Fait ils se sont tournés vers la DPJ, puis ça transparaissait partout, là, à l'école aussi. Les professeurs ont fait des plaintes, puis on a fini par avoir leur soutien, là. Diriez-vous en Ça a été fait long. qu'on essayait de raisonner l'autre parent, d'essayer de lui faire comprendre certaines choses, certains impacts, mais que c'est comme si que ça cadrait pas, ça fonctionnait pas parce que la perception, en fait, est complètement biaisée, là. Exact. Cette travailleuse sociale-là, elle a vraiment essayé beaucoup. Puis ça l'a mené à ce qu'il refuse que ma fille continue de l'avoir, là, tu sais. Mais je pense que là, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense que sa colère était tellement grande, puis il croit tellement en sa version, qu'il dit, ben, il n'y a personne qui comprend. On était rendu à dire, ben regarde, ta mère manipule les travailleurs sociaux, elle manipule les avocats, manipule les juges, manipule la DPJ. Fait Maëlle fait on est signe de rendu la. là parce que, exact, exact. Puis tu sais, l'alliance entre le parent et l'enfant, que c'est même pour lui, ça devait être difficile de comprendre qui causait, mettons, préjudice à son enfant par son comportement, parce qu'il était tellement uni que c'est difficile de penser que tu peux nuire à une relation comme ça quand tu es tellement bien dans ça. Comment ça s'est passé quand vous avez repris des contacts justement avec Maëve, quand elle est revenue chez vous, là, dans le fond, récemment, en fait, là, parce qu'elle nous a beaucoup parlé quand même de ce processus-là, en fait, au moment où est-ce qu'elle était placée. Comment vous avez vécu ça, ce moment-là, en fait, vous, de votre côté? OK. Ben, pour commencer, là, quand elle l'a nommé tantôt, là, elle était en secondaire 2, moi, elle allait vraiment pas bien. Moi, elle était chez nous, puis elle vivait chez l'ennemi. Moi, elle me disait, tu m'aimes pas, tu veux pas mon bien. C'était vraiment ce qui lui a été induit, c'est que je l'aimais pas, que j'étais pas là pour elle, puis j'étais dangereuse pour elle finalement, parce que quelqu'un que tu vis chez quelqu'un qui veut pas ton bien puis qui t'aime pas, c'est mauvais pour toi. Fait qu'on était rendu qu'elle s'automutilait, elle faisait des menaces de fugue, des choses comme ça, puis on est allé chercher, on est allé chercher de l'aide auprès de SOS Jeunesse. Puis là, moi, je voyais ça comme une chance, là. Une chance qu'elle soit apaisée, qu'elle soit dans un espace neutre. Je cherchais l'espace neutre, je voulais la sortir de ça. Puis, ça l'a quand même bien été. Le premier mois, on dirait qu'on a vu quand même un changement. Le but était qu'elle fasse un retour à la maison progressif, puis soutenu par les intervenants du centre jeunesse,
Et malheureusement, arriva ce qu'on ne pouvait jamais penser qu'il arriverait en 2020, le COVID. Et elle fut donc isolée en plein SOS, en plein centre. Elle ne pouvait pas sortir. Si elle revenait tranquillement à la maison, ben, elle ne pouvait pas retourner au centre. Et pour elle, c'était définitif. Elle ne pouvait pas revenir chez nous. Elle ne pouvait pas revenir chez nous. Elle avait déjà accompli une partie de ce qu'on lui demandait. Elle était déjà réussi à partir. Ouais. Donc, c'était impossible pour elle, le retour à la maison. Elle a demandé, de par la DPJ, de retourner en cours. Elle a fait une demande vraiment d'urgence. Ça lui a été accordé. Je comprends. Et elle est partie chez son père à ce moment-là. Bref, il y a quelques mois qui passent. Pendant ces mois-là, moi, j'ai plus tant de contact avec elle. Là. La DPJ demande une fin de semaine sur 2. Je réussis au début à la voir. Il y a quelques fois où, malheureusement, elle est prise en otage. Puis on doit intervenir avec la DPJ pour essayer d'avoir des contacts. Quand vous dites elle est prise en otage, je voulais dire en fait que l'autre parent ne souhaite pas qu'elle quitte. Il refuse que je vienne la chercher. Ouais. Il refuse, OK, c'est ça. Il refuse de la laisser partir. D'accord. Mais Et ça prend la protection. Pardon? Mais j'étais d'accord. Je voulais Absolument. pas Absolument. À ce moment-là, tu étais d'accord, mais oui. Exactement. Ou elle me nommait, je vais venir le matin, mais c'est sûr que je reste pas couchée. Je reste plus jamais couchée chez vous. Elle me nommait ça. Mais... Fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. C'est à cette période-là, moi, que j'ai connu le Carrefour. J'étais tellement en détresse à ce moment-là. Comment il vous a été introduit? Comment vous avez connu le Carrefour Alliance parentale? Moi, je cherchais de l'aide, je cherchais du soutien. Puis on était dans une période où, avec la DPJ, on avait changé d'intervenant. Je pense qu'on était rendu à 3 ou 4e intervenant. Puis il fallait que je recommence, il fallait que je réexplique la situation. C'est-à-dire, j'ai perdu mon enfant. Voici ce qui se passe, voici ce qu'on vit. Voici la dynamique, je n'ai pas de contrôle, je ne sais plus quoi faire. Mm-hmm. Je ne sais plus quoi faire. Fait que je cherchais des moyens d'exprimer ça, puis je suis tombée sur la page du Carrefour, finalement, où là, j'ai réalisé, mais c'est ça que je vis. Parce que même si chaque situation est différente, là, il y a tellement de points communs. Bien sûr. Que c'est impressionnant. C'est une révélation. Puis là, on fait OK. Là, je touche, là, je vois ce que c'est. Absolument, parce que quand même si effectivement, chaque situation est unique, je veux dire, pour parler d'instinct parental, il faut qu'on retrouve un amalgame de plusieurs critères qui vont nous amener vers. Absolument. Mm-hmm. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est reconnu au départ. Hein. Nous, avec la DPJ, ce qui a été nommé, c'est conflit de séparation. Mauvais traitement psychologique, un 38C. Conflit de séparation. Mais c'est ça qui est reconnu par la loi, donc ils n'ont pas le choix. S'ils veulent intervenir, ça leur prend un article de loi. Mm-hmm. C'est ce qui est nommé. Puis pour une personne qui vit ça, je veux dire, pour un parent rejeté, on a besoin d'être reconnu dans ce rôle-là. Parce qu'on vit cette violence-là. Fait qu'on a besoin de ça. Fait que ça en est d'autant plus choquant de se faire dire que c'est un conflit. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'on se chicane, on a l'impression qu'on essaie de se battre pour sauver notre lien, sauver notre enfant. On n'est même plus dans le conflit, ça ne nous intéresse même pas. On veut juste une stabilité. On veut juste une stabilité. Mm-hmm. On veut une coparentalité, on veut une stabilité. Mm-hmm. On veut... Mm-hmm. On veut souffler. Ouais. Mais bref, avec le Carrefour, j'ai réussi à comprendre que moi-même, mon comportement n'aidait pas. Parce que comme Maëlle le nommait tantôt, ben, elle arrivait, elle était en opposition. Elle était chargée de ce poison-là qu'elle se faisait dire. Puis moi, j'arrivais, puis wow, je bloquais ça, là. Non, tu ne me parleras pas comme ça. Puis là, on se calme, là. Puis là, non, là, tu n'as pas faim, mais tu vas manger. C'est important que tu manges. Tu n'as pas mangé le matin, tu n'as pas mangé à midi, tu vas manger à soir, là. Puis moi, j'embarquais là-dedans. Là. Karine, c'est tellement important ce que vous dites parce qu'il y a une énorme nuance à venir mettre entre le conflit, hein, dans le fond, où est-ce que je contribue versus la dynamique dans la relation, en fait, la dynamique relationnelle entre l'enfant et son parent qui est ciblé ou qui est rejeté, en fait, parce qu'on n'est pas dans les... Encore là, on c'est tout en nuance parce que c'est pas la même affaire où est-ce que c'est les deux qui chicanent dans la même
à la même égalité, si on va dire, là, mais c'est pas la même chose. Là, ici, je suis en réaction, j'essaye de trouver la faille pour être capable de recréer un pont de communication avec l'autre parent, mais aussi avec mon enfant. Mais là, j'embarque là-dedans parce que moi aussi, je suis un humain. Fait que moi aussi, j'ai mes défenses, moi aussi, j'ai mes moyens, mais c'est pas la même affaire que si on est en. L'expression qui me vient, c'est un combat de coq, là. Tu sais, là, on n'est pas là-dedans, c'est pas pareil, c'est pas la même affaire. Non, non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans, mais on reste dans une dynamique où tout le monde, on est tous en relation. Ah oui, ben oui, ça, Fait qu'en oui, tout à partant, fait, tout à fait. Exactement, d'où le fait que l'intervention n'est pas uniquement sur le parent qui a des comportements aliénants, mais aussi sur le parent qui est ciblé ou qui est rejeté, en fait, là. exact. Mais pour ça, pour comprendre que nous, parents ciblés, rejetés, on a un impact, ben, ça prend quelqu'un qui nous le dit. Et là, c'est ça que le Carrefour Alliance parentale vous a permis de comprendre. Définitivement. Ça m'a aidé beaucoup. J'ai compris que j'avais un pouvoir. J'avais la chance d'avoir parfois encore des contacts avec mon enfant. Fait qu'il fallait que j'utilise ça au maximum pour apaiser ma fille le plus possible. C'est important ce que vous venez de dire là. Appris. Et que c'est important ce que vous venez de dire là. Je vais le répéter, OK? J'ai du pouvoir. Puis des fois, le parent qui est ciblé, qui est rejeté, il pense qu'il n'y en a pas de pouvoir. Puis c'est pas facile, puis c'est difficile. Puis le pouvoir ici, c'est pas dans la connotation négative là, de vouloir de renverser la patente. C'est pas ça. C'est que je peux travailler sur ma relation avec mon enfant. Quand même que l'autre va changer ou que l'autre ne va pas changer, je peux avoir un certain impact à différents niveaux, on s'entend, là, mais... Exactement. Faut nuancer quand même. Absolument. Ça peut prendre du temps, ça peut Oui. prendre des années, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Absolument. Mais Absolument. nous, on a été chanceux dans notre cas, ça a quand même fonctionné. C'est là où ce que Maëlle vous a dit tantôt, je peux vous dire exactement quand est-ce que ma mère a connu le cap. C'est à peu près 1 mois avant que la DPJ la retire du milieu de son père. Je pense que ça a eu quand même un bon impact parce que, ben, vu que j'alimentais plus, ben, elle ne pouvait plus rapporter tant de choses parce qu'elle, c'était son mode aussi, là. Moi, je vais chez maman, puis je ramène le mauvais de chez maman. Puis on s'entretient ensemble, moi et mon parent. Et donc là, elle avait comme plus ou moins de matière à rapporter, là. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça l'a quand même donné un coup de pouce là, au fait que tout se mette en branle là, pour la sortir de là. Et c'est peut-être aussi une des bon, je ne vais pas nécessairement parler de votre situation, mais le parent qui va recevoir l'enfant après avoir passé beaucoup de temps avec le parent qui a des comportements aliénants, ça prend un parent qui a du support, qui a de la reconnaissance, qui va être capable de pouvoir aussi. C'est tough, là. Vous l'avez vécu, vous l'avez exprimé tantôt, mais ça vous prend. Il ne faut pas que je continue à alimenter, justement. Il faut que je sois capable d'accueillir et de devenir le contenant que vous avez été en mesure de devenir, mais que malgré ça, je veux dire que des fois, je l'échappe parce que je suis un humain. Là. Je veux dire, tu sais, comme Maëve, elle a tellement si bien dit que des fois, on a des belles journées, puis des fois, on a des moins bonnes journées. Absolument. Absolument. Tellement. Au début, quand nous, il y a eu plusieurs années, dans le fond, où elle revenait et elle était chargée. Là, j'avais pas cette mentalité-là là, d'apaiser mon enfant. Là. J'ai alimenté, mais en même temps, l'enfant joue un rôle actif là-dedans. Là, lui aussi alimente. Là. C'est ça. C'est vraiment une dynamique où ça prend une intervention au niveau des. Moi, j'ai le goût de dire au niveau de toute la dynamique complète. La famille. Tout le monde a besoin d'aide là-dedans. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre de ça. L'intervention familiale intensive. Qui va durer pendant plusieurs temps. C'est pas 2-3 rencontres. Merci, on est terminé. Là, c'est long, hein? C'est ça. Hein? Absolument. Maëve a été sortie du milieu chez son père, mais elle n'était pas capable de revenir chez nous encore. Moi, j'étais encore la mauvaise personne. Elle a été placée en famille d'accueil, mais la famille d'accueil, ben, ta mère a t'aime. Ta mère, regarde comment elle est là pour toi. Encore là, ben, la famille d'accueil devient mauvaise parce que la famille d'accueil n'est plus neutre. Puis, je pense que pour elle, juste le fait que ce soit une famille, c'était comme déjà trop. Donc, elle a été placée en centre jeunesse
Là, on a eu beaucoup de chance. Hein. La travailleuse sociale de la DPJ est extrêmement compétente. On a eu, au milieu du centre jeunesse aussi, il y a eu la travailleuse sociale là-bas aussi, elle est extrêmement compétente. Puis j'ai eu une ouverture auprès de ma fille où j'ai pu lui apporter le témoignage d'Émilie. On a placé des petites choses comme ça. Puis elle, ça a fait son chemin dans sa tête et ça y a pris beaucoup, beaucoup d'interventions. Si elle n'avait pas eu cette chance-là, moi, ma fille, c'est terminé, elle était partie, puis elle me le nomme, là. Moi, je t'aurais plus jamais reparlé, maman. C'était terminé. Fait qu'on on a eu beaucoup de chance de ça, mais on se rend compte finalement au bout d'1 an que la réhabilitation, c'est vraiment difficile, autant pour elle que pour moi. Bien sûr. On a chacun nos déclencheurs, chacun notre façon de le voir, puis elle, ben, en même temps, ça reste un enfant lyonnais, tant qu'on n'a pas déconstruit ça en elle, ben, elle continue à l'être. Tout à fait. C'est un travail. On travaille fort. Absolument. Ça prend de l'amour. Oui, vraiment. Puis, Maëve nous a donné un bon cours 101 tantôt là, sur comment qu'on peut se parler. Hey, merci, Karine. Merci, Maëve, de m'avoir donné ce témoignage-là. Avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est aidant? De quoi vous avez eu besoin? C'est quoi que vous proposez? Qu'est-ce qui peut aider? De parler des conséquences que ça peut avoir sur la vie des gens, les impacts, tout ce que ça amène. Puis c'est pas pour faire peur aux gens, mais plus pour expliquer c'est quoi. Puis en parler. Faut en parler. Moi, ce que j'ai le goût de nommer, c'est que ce serait bien que les gens aient des petits drapeaux rouges qui se lèvent de temps en temps dès qu'un enfant prend un parti actif puis a aucune ambivalence, quand les raisons sont frivoles, tu sais, de dire, ben moi, je peux pas aller chez ma mère là, parce que, tu sais, elle fait pas bien à manger. Fait que moi, je vais plus chez ma mère. Ça n'a pas de sens. C'est un exemple, mais que ça lève un drapeau rouge, là. Tu sais, quand on n'a pas d'ambivalence du tout comme ça, quand on est complètement noir ou blanc, puis quand il n'y a rien qui explique, il y a rien qui explique ça, faut qu'on ait des drapeaux puis des choses qui allument parce que si ça va trop loin, on en vit avec les conséquences. Là. Maëve, elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite. Elle a fait de l'automutilation, elle a fait des tentatives de suicide. Ça va loin, les conséquences de cet abus-là. Absolument. Au niveau des services, est-ce qu'il y a des services, justement, qu'on a parlé, en fait, de la TPJ, oui, mais est-ce qu'il y a autre chose qui ont été aidants? Mais lève la main, j'adore ça. Moi, en tant qu'enfant, ça m'a vraiment aidé. Je déteste les contacts sociaux de base. Fait que j'écrivais à tel jeune. Il y a comme, quand tu vas directement sur le site, tu peux clavarder. Puis ça m'a tellement aidé. Juste, si je disais que je voulais pas mettre en contexte, c'était comme, OK, fais juste le vider. Puis, hey, je connaissais pas la personne me connaissait pas. Je pouvais juste me vider. Puis ça m'a vraiment aidé. Tellement, absolument, absolument. De votre côté, maman, au niveau des services, est-ce qu'il y a eu des services qui vous ont aidé? Ben, il y a le Carrefour. Le Carrefour aliénation parentale, absolument. Ça a été la plus grande aide que j'ai eue et que je remercie encore. Je pense qu'on en parlait tantôt quand on mentionne l'aliénation parentale ou qu'on cherche de l'aide à cause je vais dire un conflit, mais où on est une situation où on perd son enfant. Aujourd'hui, on cherche des travailleurs sociaux, on cherche, il y a des attentes partout. On va au CLSC, mais on est renvoyé on se renvoie la balle ou c'est vraiment c'est difficile d'aller chercher une aide adaptée. C'est malheureux, mais absolument. On a eu la chance, nous, qu'on a eu plusieurs personnes qui a fait des plaintes. Ça a été retenu, mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis encore là, quand on est un parent ciblé, on est démuni. Puis on paraît pas stable. Parce qu'on cherche tellement de l'aide que la première idée, la première image qu'on apporte, c'est pas stable. C'est pas une belle image. On est tellement en détresse. Fait qu'il faut que les gens aillent au-delà de ça. Il faut vraiment aller voir la dynamique
familiale complète, tout ce qui se passe pour être capable de mettre un mot sur ça. Absolument. Aller au-delà du discours. Exact. Travailler dans le cœur de la famille, dans la dynamique familiale, c'est... Exact. Et ça, c'est pas tout le monde. C'est pas n'importe qui. C'est pas... Oui, on peut avoir... Tu sais, ce que j'entends aussi, c'est quand le réseau fonctionne et ne peut pas nous prendre en charge tout de suite, hein, dans le fond, parce qu'effectivement, ou même quand il y a des listes d'attente, dans le fond, ce que j'entends, c'est qu'il y a des organismes, hein, dans le fond, il y a des organismes communautaires ou il y a des organismes comme le Carrefour Alimentation Parentale qui peut aussi venir aider, mais d'aller chercher du soutien pour pouvoir être accompagné. Absolument. Il de ne pas rester tout seul avec ça, puis d'aller chercher, et j'aurais le goût de terminer là-dessus sur les zones grises, d'aller mettre du gris. Merci énormément de votre passage à Corsé. Je suis extrêmement reconnaissante, Maëve, Karine, de votre ouverture, de votre générosité. J'espère que ça sera aidant. Je crois que ce sera aidant. Et qui sait, on se retrouvera peut-être dans quelques temps pour pouvoir voir où est-ce que vous en êtes. J'avoue que vous êtes tous deux très attachantes et je vous souhaite de pouvoir sortir de ce cercle qui fait mal. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Encore une fois, ce fut un épisode extrêmement touchante, extrêmement pertinente. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai adoré. Je suis extrêmement reconnaissante encore une fois du passage de Maëve et de sa mère. Si vous aussi, vous avez l'impression de vous reconnaître dans une des portions de l'entrevue ou en totalité, je vous invite à ne pas rester seul. Contactez le Carrefour Aliénation Parentale, contactez un intervenant, contactez un organisme. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé, parce que comme vous avez pu le voir, plus on attend et plus ça peut devenir grave. C'est important d'intervenir dans les plus brefs délais pour être capable de pouvoir briser cette roue qui peut faire mal, comme le dit Maëve. La semaine prochaine, ce sera notre avant-dernier épisode avant la fin de la saison numéro 1 de Corsé. Et je vous laisse sur une belle petite piste. Notre dernier épisode qui aura lieu le 1er juin. Nous aurons un invité vraiment spécial. Je l'adore. Elle est ultra populaire ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Depuis qu'elle a eu une idée folle pendant son congé maternité de partir des petites capsules. Oui, je parle bien de Sarah Hamel qui va être avec nous en fait dans 2 semaines pour notre épisode clôture de la saison. Alors, je suis vraiment excitée. Je vous laisse sur ça. Je vous invite à vous abonner au podcast Corsé. Je vous invite à me laisser vos commentaires. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!